Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et vous en doutez, on va parler du Canon R6 encore une fois. Et donc je vais en fait ici vous faire des petites précisions. Vous avez vu dans mes précédentes vidéos, en particulier dans ma toute dernière, j'ai pas mal fustigé, j'ai pas mal allumé sur toutes les conneries, toutes les choses qui allaient pas au niveau de ce boîtier. Dans cette vidéo, l'idée ça va être vraiment de vous faire des petites précisions sur ce boîtier, en particulier pourquoi je l'ai choisi, parce que donc vous avez vu dans mes deux dernières vidéos et en particulier dans ma dernière, je l'ai bien allumé sur tout ce qui était aspect vidéo, tout ce qui allait pas en vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo là, si vous n'avez pas vu cette vidéo YouTube là, je vous la mets en fiche, allez voir ça. Si vous faites un tant soit peu de vidéos, vraiment allez-y parce que c'est une vidéo longue, c'est une vidéo un peu exigeante, mais comme d'habitude vous avez tout en description, vous avez le sommaire et allez voir ça parce qu'il y a vraiment des choses que moi je m'attendais absolument pas à avoir de telles mauvaises surprises dans un boîtier aussi cher et chez Canon. Pour moi Canon c'était un peu le top of the pop et bah voilà, il y a des choses absolument dramatiques, très décevantes et vraiment aberrantes pour moi très clairement. Donc du coup je l'ai pas mal fumé dans ce test là, dans cette vidéo là. Je pensais que c'était important de vous le dire assez vite pour ceux qui se tâteraient à l'acheter, qu'ils n'aient pas une déconvenue en l'ayant entre les mains. Moi j'ai eu quelques déconvenues très clairement, mais pour autant voilà, vous avez été plusieurs à me demander même dans la vidéo d'avant, est-ce que voilà, du coup vu tout ce que tu dis, t'as pas l'air très content du boîtier, ça y est tu vas le renvoyer et tu vas repartir sur autre chose. Alors non pas du tout, je vais pas le renvoyer, je vais pas partir sur autre chose parce que il a des grosses qualités et c'est des choses que je vais vous dire là, c'est des choses qui viendront plus en détail dans des tests, mais déjà il y a des choses, des grandes lignes, des checkbox que je voulais absolument, des choses qui étaient absolument obligatoires pour moi et qui étaient rédhibitoires si elles n'étaient pas là, qui font qu'aujourd'hui en fait c'est ça le boîtier qui m'intéresse. Donc du coup voilà, je vous résume tout ça, je vous fais un petit détail de tout ça, sachant que c'est des choses que j'ai déjà pu dire en live si vous me suivez sur les lives et que j'ai déjà pu répondre à certains en commentaire. Mais là je fais une vidéo, voilà, je vais essayer de tout vous expliquer, condensé dans cette vidéo là. Petite parenthèse là juste, là je suis en train de finir, j'ai fait la conclusion de ma vidéo, je me rends compte que comme d'habitude avec moi c'est très long parce que je vous détaille beaucoup les choses pour que vous ayez toutes les clés en main, c'est voilà, c'est ma façon de faire, si vous aimez pas je suis désolé, mais du coup je me suis dit que j'allais essayer de vous faire, là en tout cas je vous le fais, en plus de comme d'habitude vous faire le sommaire en description, vous cliquez et vous avez tout le sommaire et vous avez également sur la barre de défilement de la timeline en bas, vous voyez directement les sections, allez chercher ce qui vous intéresse, vous tartinez pas toute la vidéo même si pour moi c'est pas cool pour YouTube, parce que du coup ils trouvent que c'est pas bien de faire ça, mais allez à ce qui vous intéresse et regardez que ce qui vous intéresse. Et en plus je vous fais un petit résumé là sur les points qui m'ont fait prendre Canon, je vous les résume là et ça sera à vous d'aller voir la vidéo pour regarder pourquoi en détail j'ai voulu, pourquoi ces points là m'intéressent, mais plein format pour avoir la sensibilité, capteur stabilisé IBIS qui fonctionne avec l'OIS des objectifs, deux optiques qui sont absolument hors du commun pour moi, qui n'existaient pas avant, c'est le 1535 f2.8 stabilisé de chez Canon évidemment en RF, le 70-200 ultra compact, incroyable, f2.8 aussi. On a un écran sur rotule obligatoire pour moi, on a la 4K 60 fps obligatoire pour moi et voilà, et on a un autofocus du feu de Dieu avec le dual pixel. Donc voilà, ça fait qu'aujourd'hui à l'heure actuelle c'est le seul boîtier qui pour moi est intéressant pour tous ces critères là. Voilà, et maintenant on attaque la vraie vidéo. Petit historique depuis le début, quand je suis passé sur les hybrides, j'ai jamais eu de réflexe, j'ai eu des bridges, j'ai eu des compacts. Je suis passé sur les hybrides avec Samsung, un NX500, après je suis allé sur Sony, je voulais des mégapixels, donc je suis passé sur la 7R2, après je suis allé sur la 7 III parce que la 7R2 était beaucoup trop lent pour tout ce qui était photo, vidéo en même temps, beaucoup trop lent, le buffer était pas bon pour ça. Je suis passé à la 7 III, j'étais super content de la 7 III, sauf qu'il est tombé dans l'eau et du coup j'ai dû le changer parce qu'il a fini par mourir. Du coup je me suis pris la 7R3 pour retrouver des mégapixels, j'avais la même réactivité à peu près que la 7 III, mais voilà, il y avait des choses, autant la 7 III j'avais trouvé que c'était une petite révolution autant la 7R3 stagnait pas mal. Ça m'énervait vraiment que toutes ces années, tout ce temps Sony ne mette pas d'écran sur rotule, ça c'est indispensable pour moi maintenant très clairement, et j'avais des problèmes, donc bon, les fichiers étaient très gros à traiter, étaient très lourds, ils me prenaient beaucoup de place sur l'ordi, et surtout j'avais vraiment j'avais un manque de zoom que je compensais en ayant le RX10 Mark IV à côté, mais je n'osais pas trop amener à la plage, à la mer quand il y avait du vent, du sable qui volait, etc. Et en plus de ça, la stabilisation en vidéo était vraiment pas là, et c'était quelque chose qui m'embêtait beaucoup. Moi ça m'emmerde d'avoir une gimbal, et si je peux avoir à la main et quelque chose que moi je trouve correct à la main, ça m'allait mieux. Donc c'est pour ça qu'en fait, suite à des échanges avec vous en commentaire d'ailleurs, je suis passé sur du micro 4 tiers qui me permettait de gagner en reach et qui me permettait d'avoir un boîtier vraiment bien stabilisé. Donc ce qui m'a fait vraiment passer sur le micro 4 tiers, c'est en particulier l'objectif 100-400, je vous ai déjà présenté ça aussi, je vous donne hop l'affiche là-haut, allez voir ça. 100-400 ça fait un équivalent 200-800 dans un truc très compact, dans un truc qu'on peut emmener partout, qui est pas trop lourd. Donc voilà, rien que pour ça, pour moi le micro 4 tiers a complètement sa place et il ne devrait pas mourir rien que pour ça. Mais
Mais du coup voilà, donc je suis passé sur Panasonic et j'étais dans l'ensemble très content, en particulier d'avoir l'écran sur rotule, en particulier sur pas mal de petites options ergonomiques. Mais il y avait un truc qui au final petit à petit m'a très vite emmerdé chez Panasonic, c'est tous les effets en vidéo quand on filme avec un ultra grand angle. On a des effets de wobbling ou de warping selon ce que vous dites. C'est le fait d'avoir l'arrière-plan qui se déforme, qui bouge et qui est très, moi personnellement, c'est imbuvable. J'arrive pas à voir ça, même en essayant de monter la vidéo, j'y arrive pas, c'est horrible pour moi. On est tous plus ou moins sensibles à des choses, hein. Des fois c'est des couleurs, des fois c'est des framerates, des fois c'est des déformations. Moi très clairement, les framerates et surtout les déformations, ça me fout la gerbe. Donc c'était vraiment gros problème. Dès la première fois hein, que j'ai utilisé le Panasonic, assez rapidement je me suis rendu compte que dès que les conditions étaient un peu compliquées, alors par éclairage comme ça allait, mais même quand je voulais vous montrer un produit comme ça et que voilà, que là la mise au point se serait pas faite par exemple. Donc gros problème de mise au point à détection de contraste et pas à détection de phase, et donc venant de Sony c'était un vrai problème. Et donc en regardant tout ce qui se passait, Olympus était à détection de phase sur cette M1 Mark III et même sur le M5 Mark III, hein. Et du coup voilà, boîtier en plus encore mieux tropicalisé, plus compact que chez Panasonic, pas de wobbling et une meilleure stabilisation avec un meilleur AF. Donc vraiment moi j'étais ravi hein, globalement chez Olympus, à part des options d'ergonomie que j'ai pu pourrir hein, et je continue à le faire, hein. Mais par rapport à ce que donne le Canon, je peux vous dire que c'est 1000 fois mieux très clairement sur tout ce qui est ergonomie, boutons et tout, enfin tout ce qui est personnalisation, on en reparle dans une autre vidéo, hein, vous inquiétez pas. Mais donc voilà, là j'en suis là aujourd'hui et je vous l'ai toujours dit, mon seul problème avec le micro 4 tiers, c'est pas tellement le flou d'arrière-plan, c'est pas tellement le bokeh, même si oui, si j'en ai plus, je suis content, mais c'est vraiment pas ça mon vrai problème. Mon vrai problème, c'est la sensibilité. La plage dynamique aussi, je trouvais que c'était très correct hein, sur le micro 4 tiers. Je me suis jamais dit, ah là, j'ai raté une photo à cause de ça. Par contre, j'ai raté pléthore de photos à cause de la sensibilité. Voilà, moi sur la 7.3, même sur la 7R3, j'étais habitué à monter à 25 600 ISO, potentiellement 51 000 s'il fallait 51 200, un truc comme ça, ouais, s'il fallait du coup sauver une photo, et c'est une photo très correcte hein, que vous pouvez mettre sur Instagram par exemple. Voilà, là-dessus, je suis limité à 6400 ISO, et ça, c'est vraiment grand max. Et en vidéo, en vrai, en vidéo en toute auto, je ne suis qu'à 3200 ISO. Allez voir ma vidéo où je teste la 7S3, où je compare à lui en basse luminosité. C'est criant, c'est vraiment, voilà, c'est le gros point faible hein, du micro 4 tiers, c'est le bokeh d'un côté et la sensibilité surtout, moi c'était vraiment ça qui manquait, en faible lumière, que ce soit en extérieur, mais également en intérieur pour faire des photos de ma fille. Ma fille, en intérieur, c'est pas des lights comme ça hein, de studio où je m'éclaire, hein. C'est une lampe pourrie, là vous la voyez pas du coup parce que je fais que vous la voyez pas, mais une lampe classique qui fait que c'est un éclairage merdique et qu'on voit pas grand chose, et du coup le micro 4 tiers avec sa stabilisation excellente, hein, vous pouvez faire des temps de pause jusqu'à 5 secondes, donc pour du paysage, vous rattrapez très bien ce manque de sensibilité par un temps de pause plus long, mais sur un sujet qui bouge, comme une fille de 2 ans et demi, et c'est très compliqué, c'est même pas possible, hein, très clairement, et du coup, j'avais 90% de mes photos floues, donc ça m'embêtait vraiment hein, d'avoir un super boîtier, mais qui ne me permet pas de faire des photos de ma fille, hein, de portrait de ma fille. Dès que c'était du portrait figé, il n'y a aucun souci, mais à partir du moment où ça bouge, c'est un vrai problème. Donc c'est ma raison principale d'être allé sur ici cette EOS R6, hein, d'accord. Ça c'est la toute première raison, c'est la toute première raison pour retourner sur du plein format, c'était pour trouver la sensibilité. Du coup, pourquoi cette EOS R6 hein, plutôt que par exemple de repartir chez Sony, hein, pourquoi pas partir sur la 7R4 ou même reprendre la 7 III. Je vous l'ai dit, hein, moi il y a un truc qui est absolument rédhibitoire, hein, moi je fais beaucoup de photos et je fais beaucoup de vidéos, je fais les deux. Moi ça là, cet écran sur rotule, c'est indispensable. Je ne peux plus à partir du G9, je vous l'ai dit, c'est fini, je ne prends plus un boîtier qui n'a pas un écran sur rotule, très clairement. Donc du coup, à l'heure actuelle, hein, des boîtiers plein format qui ont un écran sur rotule, il y a les Canon hein, et tout de suite là maintenant, la 7S3 qui vient de sortir, hein, qui sort à 4200 €, hors budget pour moi, très clairement, c'est un excellent boîtier vidéo, bon, moins bien pour les photos, mais très clairement, c'est pas dans le budget pour moi. Donc du coup voilà, déjà rien que ça m'écarte tout en fait, j'ai aucune autre possibilité, j'aurais l'EOS R mais qui a pas d'IBIS, donc ça m'intéresse pas. Donc du coup pour avoir, ce que je veux un IBIS évidemment, je veux toujours garder une bonne stabilisation, et justement ça c'est un des autres trucs qui rajoute à la chose. Là-dessus on a maintenant le capteur qui est stabilisé, donc on a l'IBIS plus l'OIS sur les objectifs, j'y viens juste après, et donc on va avoir un fonctionnement entre les deux, hein, comme on peut avoir sur le micro 4 tiers, la Dual IS chez Panasonic ou la 5IS chez Olympus.
plus. Et donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. On gagne vraiment des stops et en vidéo, on le voit vraiment. On a vraiment une amélioration. Et moi, un des trucs qui m'avait intéressé, un des rares trucs qui m'avait intéressé à la sortie de l'EOS R, quand Canon s'était lancé dans le plein format hybride, je vous avais dit, hein, je trouvais l'EOS R complètement nul, hein, très clairement. Je vous l'ai dit, je vous le redis, hein, ne serait-ce que le truc tactile, je vois pas quand quelqu'un à un moment, en début, quand c'est sorti sur les tests, a pu se dire que c'était bien. Enfin, c'était évident que c'était de la grosse merde. Et bon, voilà, pas d'ibis. Enfin, on sentait que c'était vraiment une première itération, voilà, que les mecs commençaient à rentrer dedans. Et par contre, j'avais quand même vu un truc, hein, qui m'avait marqué, c'était ça. C'était ça. Alors, je sais pas si vous le voyez trop. Cet objectif-là, c'est un 15-35 f2.8 stabilisé avec l'OIS. Donc ça, c'est juste ouf, hein, c'est complètement dingue parce qu'on a du coup une optique, hein, qui déjà gagne 1 mm à l'ultra grand angle, ce qui est énorme, hein, 1 mm au lieu d'avoir du 16, on a du 15. Vraiment, sur ces trucs-là, on a beaucoup plus de place dans le champ de vision. Donc déjà, rien que ça, c'était génial. Mais en plus, on a ici, hein, un bouton de stabilisation, c'est-à-dire que cet objectif est stabilisé, il a l'OIS. Et donc ça, moi, vraiment, quand il était sorti, je me suis dit, waouh, mais voilà, moi qui adore les ultra grand angle, moi, mon objectif préféré sur Sony, c'était le 16-35 GM. Bah, moi, c'était vraiment, waouh, ça y est, voilà, c'est le Messi, mais le boîtier m'intéressait pas du tout et donc j'avais aucun intérêt. Mais là, voilà, maintenant qu'ils ont sorti un boîtier avec l'IBIS, qui peut communiquer avec l'objectif pour pouvoir avoir une stabilisation qui du coup s'appaire et cède, bah, c'est exceptionnel, hein. Et donc très clairement, cette optique, hein, c'est une des principales choses qui m'a fait aller chez Canon, hein, avec tous les autres points que je vais vous dire, je vous ai déjà dit que je vais vous dire, mais ça, voilà, ça c'était pour moi, c'était vraiment game changer entre guillemets. Gagner 1 mm plus avoir la stabilisation. Vraiment, hein, c'est pour moi cet objectif, il n'y a que lui qui existe sur le marché et je trouve ça excellent que Canon ait fait ça et qu'ils aient essayé au niveau de leur optique de faire des choses particulières. Vu que je parle d'objectif, hein, l'autre chose, c'était que d'avant de prendre ce EOS R6, hein, j'avais vu qu'ils allaient, enfin quand cet EOS R6 a été annoncé effectivement, on a vu qu'il y avait également le 85 mm f2 qui était annoncé à pas trop cher entre guillemets, on parle de 850 €, hein, donc c'est très très cher, mais par rapport au plein format, bah, c'est pas si cher. Et du coup, ça m'intéressait beaucoup justement, hein, pour venir faire du portrait de ma fille, avoir une grosse ouverture et pouvoir vraiment m'en servir en tant que portrait. Et en fait, voilà, donc ça c'était mon idée initiale, sachant que l'objectif n'est pas encore sorti, hein, il sort fin septembre ou début octobre ou fin octobre, je sais plus, enfin bon, il sort dans un mois, hein, à partir de la vidéo, là à peu près quand moi je tourne. Et du coup, moi j'étais parti sur ça, mais je vous ai toujours dit, moi personnellement, pour mon utilisation, pour ma façon de faire, pour mon type très run and gun, très j'aime pas poser, j'aime pas changer les objectifs, j'aime pas avoir à m'arrêter, moi il faut que ce soit directement prêt instantanément. Du coup, moi j'aime pas les primes, j'ai jamais aimé les primes, j'en ai eu quelques-unes, à chaque fois ça m'a fait chier, dès que j'ai une prime, je me retrouve à très peu l'utiliser parce que j'aime pas cette contrainte de devoir se déplacer, de pas avoir de flexibilité du zoom, etc. Et du coup, je vous ai montré qui est l'autre raison, c'est que du coup, j'ai découvert ça après coup, hein, après avoir précommandé le R6, c'est que en fait, moi, je m'étais jamais intéressé au 70-200 sur du plein format, sur le Sony par exemple, parce que le 70-200 sur le Sony plein format, il est plus grand que mon 100-400, donc mon équivalent 200-800 mm en micro 4 tiers. Vous voyez, lui, il arrive là, et pour avoir l'équivalent chez Sony, grosso modo, hein, si je dis pas de bêtises, il faudrait arriver à peu près là, replié, hein, évidemment, hein, ça c'est replié. Donc moi, ça m'avait jamais intéressé, et j'ai vu passer ça dans les différents tests quand je regardais le R6, j'ai vu en particulier la vidéo de Potato Jet, hein, quand il a fait avec son copain, là, que Potato Jet est passé chez Canon et son copain est passé chez Sony, ils ont switché, et du coup, c'est là où ils montraient cet objectif, et c'est vrai que cet objectif, c'est impressionnant, quoi, réussir à faire un 70-200 f2.8 aussi compact que ça, et ben c'est encore une prouesse, hein, niveau optique, donc très clairement, voilà, c'est deux choses-là, là, ça fait que avant que je repasse chez Sony, il va falloir se passer des petites choses chez Sony au niveau objectif qu'ils proposent. Alors c'est des objectifs très chers, c'est des objectifs premium, hein, très clairement, mais voilà, c'est des choses, là du coup moi j'ai un 70-200 f2.8, j'ai vu qu'avec mon 15-35 f2.8, ça me suffisait à un niveau, je montais suffisamment dans les ISO, je pouvais monter à 25, même 51 000 ISO sans problème, et du coup j'ai vu que f2.8 me suffisait, que j'avais pas besoin d'aller à f2, et plutôt que d'avoir juste une plage focale 85 mm assez limitée pour mon utilisation, ça m'aurait servi qu'au portrait. Là, j'ai du coup un 70-200 qui va pouvoir me servir beaucoup plus facilement en portrait, hein. Je vais pouvoir en plus me reculer et être à 200 pour avoir plus de flou d'arrière-plan si je veux. Et surtout, je vais avoir un objectif, hein, qui va me permettre d'aller à 200 mm. Hein. Hop, je vous le déloque, je vous le montre. Pour pouvoir aller à 200 mm pour faire en particulier de la vidéo de windsurf, parce que j'ai un gros projet, hein, vous savez, ça fait un moment que je vous le dis, hein, mais c'est encore en cours, de vidéo de windsurf, et moi de toute façon je suis passionné de windsurf, j'en fais beaucoup et j'aime bien filmer et faire des vidéos dessus, et du coup
70-200, bah 200 mm, c'est typiquement ce que j'utilisais hein, sur mes 3500 hein, sur du coup mon équivalent en micro 4 tiers. 3500 c'était 70-200, et quand je suis en bord de plage pour du freestyle, si vous connaissez un peu le windsurf, à Port-la-Nouvelle, au Rouet, etc., et bien 200 c'est largement bon en fait. 85 ça serait trop juste, mais 200 mm c'est vraiment une bonne plage focale pour moi. Donc là du coup j'ai un objectif qui va me permettre de faire du portrait à l'intérieur, etc., mais également d'aller en extérieur, de le mettre sur trépied avec son petit L, hein, là il n'y est pas, mais il a un petit L où du coup je peux le poser, et faire vraiment des vidéos du coup de windsurf directement avec un objectif tropicalisé. Ici j'ai aucune crainte qu'il se passe quoi que ce soit, tropicalisé. Il a un gros cache, hein, je vous montre pas là, il y aura un test hein, qui va sortir évidemment de cet objectif comme du 15-35, hein, abonnez-vous, tout ça, et du coup voilà. Et donc là, vu que je vous parle justement de cet objectif et je vous parle de planche, une autre chose qui m'a fait vouloir prendre ce boîtier, hein, c'est que en vidéo il permet de faire de la 4K 60 fps, ce que ne permet pas actuellement beaucoup de boîtiers, hein. Vous regardez chez Sony, à part la 7S III, il n'y a pas. Et de la 4K 60 fps, pas croppé comme des débiles. Hein. C'est-à-dire que si on veut avoir la 4K plan large pratiquement sans aucun crop, on peut l'avoir. Alors je veux évidemment un joystick, hein, ça c'est obligé. Hein. Maintenant je me suis habitué. Je voulais un boîtier qui tienne bien en main, mais ça, bon, ça c'est tous plus ou moins le cas. Je voulais évidemment 2 slots de carte SD et je veux rester sur de la carte SD. Je veux pas partir sur de la CF Express bizarre, de la grosse CF Express. Voilà, la 7S III, je vous l'ai dit, il peut avoir de la SD et je trouve ça super bien. Je veux rester sur de la SD. C'est le port standard. Je fais exprès d'acheter mes ordinateurs portable avec un slot SD normal pour pas avoir de dongle, etc. C'est pas pour me tartiner une carte à la con que du coup je dois avoir l'adaptateur à la con, une carte chère, etc., etc. Là j'ai que des cartes SD, je peux interchanger entre mes 3 boîtiers et j'en ai rien à foutre. Donc voilà, donc ça très clairement absolument obligatoire pour moi aussi. J'ai fermé mes volets pour pas que vous ayez du coup les petits points de soleil hein, sur ma tête, et donc je vais finir sur c'est vraiment un détail, ça me concerne vraiment que moi, donc c'est pas forcément palpitant, mais juste pour vous dire, moi je suis assez maniaque sur tout ce qui est ergonomie, en particulier j'ai beaucoup de mal sur tout ce qui est emplacement des boutons. J'ai beaucoup de mal quand j'étais par exemple chez Panasonic, quand j'avais du Panasonic et du Sony en même temps, ou du Panasonic et de l'Olympus en même temps, encore pire, je me paumais dans les boutons, je me paumais dans les menus, bon ça c'est normal, mais par exemple le fait d'avoir sur le Panasonic, j'avais le on-off ici, d'accord, à côté du déclencheur comme sur Sony, hein, ce que la plupart des gens préfèrent, hein, je pense, et je suis d'accord, c'est plus pratique de pouvoir directement l'allumer à une main. Mais le fait que moi sur mes 2 boîtiers Olympus, hein, c'est classique chez Olympus, il soit ici sur l'épaule gauche, d'accord, et le fait que Canon ait également cette logique là, ben moi ça m'arrange bien parce que du coup je perds pas cette habitude là et je n'ai pas à galérer quand je veux l'allumer à choisir de quel côté je me mets. Donc voilà, c'est bête hein, mais c'est ce genre de petits points ergonomiques qui moi font des plus hein, dans mon choix, mais c'est vraiment pas déterminant. Hein. Si du coup je vous résume l'ensemble des choses qui ont été déterminantes à l'heure actuelle pour l'achat de ce boîtier et pourquoi je suis parti chez Canon plutôt que chez d'autres en plein format, parce que je reste sur Olympus en micro 4 tiers, je me répète à nouveau. Si je résume les points principaux hein, de ce que je voulais et pourquoi j'ai pris ce boîtier, d'abord je voulais du plein format pour avoir la sensibilité, les montées en ISO, ça du coup bah voilà, celui-là le fait très bien, d'autres le font très bien aussi, hein, mais il a une bonne montée en ISO, il n'y a pas de souci, donc j'en suis très content. Du coup capteur plein format, je voulais évidemment qu'il soit stabilisé, je voulais avoir un IBIS, d'accord, donc ça c'était pas le cas avant sur les Canon, là maintenant c'est le cas, il y en a d'autres qui l'ont aussi, il y en a pas mal qui l'ont aussi, mais niveau stabilisation, on est quand même sur quelque chose de plus évolué, en particulier grâce au fait qu'on puisse mettre du coup des objectifs stabilisés dessus, et en particulier qu'il y a un objectif qui est absolument pour moi exceptionnel, hein, c'est le 15-35 f2.8 qui commence à 15 déjà, hein, c'est pas négligeable, et qui en plus est stabilisé. Et ça pour moi c'est la seule qui existe à ce niveau-là en plein format, et donc voilà, c'est excellent, et il y aura un test hein, sur les stabilisations où je vous montrerai tout ça, mais c'est moins bon de ce que je vois qu'Olympus, mais franchement c'est très très bon, et j'ai l'impression que c'est mieux que Sony, et je pense que c'est mieux que la 7S III. J'essaierai de vous faire une petite comparaison, même si ça sera après coup, mais voilà, je vous montrerai tout ça. Donc du coup voilà, stabilisé, bonne stabilisation, ça très clairement il coche aussi. Le 70-200 est également une prouesse optique, hein. C'est la première fois qu'on voit un 70-200 aussi compact en f2.8, parce que je voulais obligatoirement un des trucs qui manquait chez Sony jusqu'à présent, jusqu'à la 7S III, écran sur rotule, obligatoire, je peux pas m'en passer pour quand je fais des randos, quand je vlog, même quand je me file, là typiquement vous voyez, pour la petite histoire, hein, ma batterie de moniteur est morte, hein, parce que j'ai fait une vidéo assez longue, bah du coup si là j'ai du temps pour faire cette vidéo parce que ma femme n'est pas là, voilà, elle fait autre chose actuellement, du coup je peux faire une vidéo, c'est un moment propice à faire une vidéo, il faut vraiment que j'en profite, et j'ai plus mon moniteur, donc du coup bah, si j'avais pas d'écran sur rotule, je verrais pas ce que je fais, et typiquement quand je vous montre le boîtier comme ça, je ne serais pas sûr d'avoir bien eu la mise au point sur le boîtier, vous voyez. Donc écran sur rotule obligatoire, je vous l'ai déjà dit des milliers de fois, en plus voilà, le fait de pouvoir faire des photos comme ça, au ras du sol, enfin voilà, pour moi c'est obligé, écran sur rotule obligé, il se protège, je vous l'ai dit voilà, si vous suivez la chaîne, je vous l'ai déjà dit 40 fois, mais je vous le redis, écran sur
recul obligé. Joystick obligé, il le coche, même si beaucoup le cochent. Et voilà, et là on commence à avoir fait le tour, et 4K 60 fps. 4K 60 fps, aujourd'hui, bah, dites-moi quel est l'autre qui le fait sans avoir un crop de débile. Sachant que lui, je peux faire du crop, hein, ça du coup c'est quelque chose que je vous ai montré dans la précédente vidéo, ça c'était le point positif. On a bien un mode croppé, et en plus on peut, en fonction des stabilisations, gagner aussi en crop, gagner en reach si on le souhaite. Arrêtez là, je pense que la vidéo a déjà bien été longue. Je voulais vraiment vous faire ce rappel, ce que j'ai déjà dit par ailleurs, mais que ce soit très clair et que voilà, tout le monde le sache, et je pourrais renvoyer sur cette vidéo à l'avenir pourquoi je suis parti chez Canon, hein, pourquoi je crache, du coup je crache dessus très clairement, parce qu'il y a plein de trucs qui me paraissent aberrants, surtout pour soi-disant enfin c'est pas soi-disant, c'est le leader du marché au niveau photo, boîtier photo vidéo, et moi il y a plein de trucs qui me paraissent aberrants, et évidemment que dans tous mes tests je vous le dirai, mais pour autant à côté de ça, il a d'énormes qualités qui font qu'encore aujourd'hui, bah, même en sachant tout ce que j'ai déjà pu vous dire, je le garde. En fait, j'ai pas tellement le choix. Si vous me dites que demain un A7 IV sort avec du coup un 15-35 stabilisé f2.8 avec un 70-200 aussi compact, avec un écran sur rotule, ça sera le cas, avec un IBIS et enfin une stabilisation qui se gère entre l'OIS et l'IBIS, là je commence à réfléchir. Mais là tout de suite, à l'heure actuelle, non, très clairement, il n'y a que lui qui me propose ça, la prise en main est très bonne, voilà, il y a plein de choses pourquoi je suis très content de lui. En photo, j'en suis globalement très content, je ferai les tests photos dessus, vous inquiétez pas, ça va arriver, et voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, même après coup, même en l'ayant craché dessus dans la précédente vidéo, et je vais lui recracher dessus sur certains points dans de prochaines vidéos, c'est le boîtier actuellement qui me va le mieux et qui en plein format me va le mieux. Donc voilà, maintenant vous savez, et je pourrai vous renvoyer sur cette vidéo pour ceux qui me demanderont. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a appris des choses. Comme d'habitude, hein, c'est vraiment mon cas personnel, je ne dis pas que c'est la bonne chose, je vous dis que c'est juste pour mon cas à moi, d'après mon historique, d'après ma façon de faire. Et voilà, à vous de voir si vous trouvez que ces points que j'ai avancés sont importants ou non. Typiquement, le on-off sur le côté gauche, à mon avis, c'est plutôt un inconvénient pour les 3/4 des personnes. Mais voilà, à vous, comme d'habitude, de faire le tri et d'adapter les choses pour vous, pour vos besoins, votre utilisation, vos envies, votre façon de faire, etc., etc., etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, comme d'habitude, vous les faites dans la section commentaires ci-dessous. Je réponds à tout. Dites-moi également si vous avez des choses que vous voudriez que je teste précisément, dites-le moi et je le prendrai en compte pour faire le test dessus. Hein. Dites-le moi le plus tôt possible. Pensez, hein, si tout ça vous intéresse, si vraiment vous êtes intéressé par Canon, par ces Canon R6 et Canon R5 et plus généralement les hybrides plein format Canon, Damien a créé du coup le groupe Facebook qui regroupe vraiment tous ces hybrides plein format chez Canon. Donc c'est le premier en France, hein, ça n'existait pas, c'est pour ça qu'il a créé. Je vous mets le lien en description, allez voir ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si du coup ça vous intéresse et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez les petites notifications, ça fait beaucoup de bien à la chaîne et vous, ça vous permettra d'être au courant des vidéos quand elles sortent. Donc faites-le, hein, c'est cool. Merci à vous ceux qui le font. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, faites des photos, faites des vidéos, portez-vous bien, profitez du beau temps tant qu'il y en a encore, prenez une bolée d'air, tout ça, tout ça. Allez, salut!